Tu ne vis plus ici, tu n'as plus rien à faire chez nous, a-t-elle dit en souriant, tandis qu'elle empilait mes affaires sur le trottoir. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas déplacée. J'ai attendu. Parce que la patience, quand on la tient bien en main, peut devenir l'arme la plus tranchante qui soit. C'était un matin gris sur notre petite ville de province, quelque part entre Lyon et Saint-Étienne. L'air sentait le pain chaud qui sortait des boulangeries et l'humidité des jardins mal réveillés. Ma maison, ce pavillon que nous avions acheté il y a des décennies dans un lotissement tranquille, me paraissait soudain étrangère, comme si quelqu'un avait changé les serrures de mon propre passé. Mes couvertures, pliées avec soin, mes vieilles valises, les cartons où je gardais les lettres de Jean quand il était encore à l'usine. Tout cela était maintenant posé de travers devant le portail, à côté des sacs poubelles et des bacs de tri. Mes photos de famille dépassaient d'un carton, coincés entre des nappes et des torchons, sous les yeux curieux des voisins qui rallongeaient exprès leur promenade du chien. Ma belle-fille, Claire, avait choisi son moment. Elle portait ses baskets blanches jamais tachées, un survêtement de marque, son chignon serré comme toujours, ses gestes rapides, efficaces. Elle soulevait un carton, le lâchait un peu trop fort, puis redressait le dos en jetant un coup d'œil aux fenêtres alentour. Elle voulait être vue. Elle voulait que tout le quartier sache qu'elle mettait de l'ordre, que la vieille, c'est-à-dire moi, était enfin sortie du chemin. Elle devait être persuadée que cela me détrayait, que me voir ainsi expulsée de ma propre maison me ferait hurler, me rouler par terre, supplier. Elle pensait que j'allais lui offrir ce spectacle. Elle se trompait. Je fermai les yeux un instant et pris une longue inspiration. Mon cœur battait vite, bien sûr, mais ce n'était pas la peur. C'était quelque chose de plus froid, de plus clair. Une détermination qui remontait de très loin. Chaque carton, chaque plaid, chaque coussin brodé représentait des heures de travail, des années de vie, des vacances annulées, des nuits blanches. Ce qu'elle posait sur le trottoir, ce n'était pas seulement des objets, c'était des morceaux de moi. Et ça, aucun sourire triomphant ne pouvait l'effacer. Je rouvris les yeux et laissai mon regard balayer la scène. Le portail entrouvert, la Clio mal garée, à cheval sur le trottoir, la voisine du numéro 12, bloquée derrière ses rideaux, persuadée que je ne la voyais pas. Je vis aussi la façon dont Claire me surveillait du coin de l'œil, guettant ma réaction comme on guette l'orage. Quand elle croisa vraiment mon regard, elle eut un léger mouvement de recul. Elle s'attendait à des larmes. Elle ne trouva qu'un calme qu'elle n'avait pas prévu. Je me mis à marcher lentement vers le tas hétéroclite de ma vie déballée. Je sentis la porte d'entrée s'ouvrir derrière moi. J'entendis les pas de mon fils Julien dans mon dos. Ce pas que je reconnaîtrais entre mille. Il ne disait rien. Lui non plus ne savait pas très bien où se mettre. Il avait laissé faire, et maintenant il regardait la scène comme s'il assistait à un accident de voiture qu'il n'avait pas voulu empêcher. Je ne lui adressai pas la parole, pas tout de suite. Je me baissai avec précaution pour poser la main sur un vieux carton de vin qui servait à boîte à souvenirs. Dans l'intérieur, je savais que se trouvaient les lettres que Jean m'avait écrites pendant son service militaire en Allemagne. Des cartes postales jaunies de nos premières vacances à la mer. Quelques dessins d'enfants où on ne sait pas trop si le rond au milieu est la tête du papa ou le soleil. Je suivis du bout des doigts le bord du carton, comme pour me rappeler qu'il était toujours bien là, solide, comme moi. Le temps semblait s'étirer. Les voitures passaient au ralenti dans la rue. Certains conducteurs jetaient un coup d'œil discret, d'autres détournaient la tête, mal à l'aise. Dans ce lotissement, les gens savaient beaucoup de choses, sans jamais rien dire à voix haute. Ils savaient que Jean et moi avions été les premiers à emménager ici, quand il travaillait encore chez Renault Trucks. Ils savaient que j'ai élevé mes 2 enfants en jonglant entre le travail à mi-temps à la mairie et les rendez-vous médicaux, les grèves d'école et les réunions parents. Ils savaient aussi que depuis quelques années, Claire prenait de plus en plus de place, comme ces plantes grimpantes qui finissent par étouffer le mur qu'elle décore. Je me redressai lentement et fis quelques pas entre les cartons. Je ne touchais presque à rien. J'observais. Je notais mentalement où étaient mes papiers, où étaient mes albums, où étaient les choses que je ne laisserais jamais partir sans me battre. Claire, derrière moi, s'agitait davantage. Elle levait les yeux au ciel.
Soufflait, ostensiblement, prenait un air excédé. « Franchement, maman, tu vois bien que tu ne peux plus gérer une maison comme ça !» lança-t-elle assez fort pour que la voisine l'entende. « On ne fait que t'aider. Tu devrais nous dire merci. » Je continuais de regarder mes affaires. Je pris un petit cadre photo où Julien, à 10 ans, posait avec un ballon de foot sur un terrain boueux. Son sourire d'enfant, les cheveux collés sur le front, les genoux sales. C'était un mercredi après-midi. Il pleuvait. J'avais oublié mon parapluie. Mon jean était trempé jusqu'à mi-mollet. Et j'avais été heureuse. Je replaçai le cadre dans le carton, bien droit. Puis seulement, je me tournai vers elle. « Tu veux m'aider ?» dis-je, calmement, sans hausser la voix. « Tu peux commencer par arrêter de jeter mes souvenirs comme des sacs d'ordures. » Elle éclata de rire, un rire sec, sans joie. « Tes souvenirs, on les a tous rangés depuis des années. Ce qui compte maintenant, c'est l'avenir. Et ton avenir, c'est pas ici. Tu seras mieux dans une résidence, avec des gens de ton âge, avec des infirmières. Ici, c'est une maison familiale. Il faut penser à nous aussi. » Julien remua derrière elle, mal à l'aise. Il ouvrit la bouche, la referma. Je le sentais déchiré. Il aimait sa mère et sa femme. Il n'avait pas le courage de choisir. Alors il laissait faire, comme beaucoup. Je n'ai pas répondu. Pas à ce moment-là. Certaines batailles ne se gagnent pas à coups de phrases bien placées. Elles se gagnent ailleurs, au bon endroit, au bon moment, avec les bons papiers. L'après-midi passa comme ça, dans une tension lourde. Au bout d'un moment, Claire, agacée de ne pas obtenir la réaction espérée, finit par rentrer, prétextant un appel à passer, des mails à répondre, des choses à gérer. Les cartons restèrent là, plus ou moins alignés le long du portail, comme une exposition de ce qu'on voulait faire sortir de ma vie. Vers la fin de la journée, je pris quelques objets pour les mettre à l'abri dans mon ancienne chambre, celle où je dormais avant que Julien et Claire ne s'installent au rez-de-chaussée et me laissent l'étage. Je pris surtout ce qui ne se remplace pas. Les papiers, eux, je savais où ils étaient. Et je savais que c'était par eux que tout se jouerait. Ce soir-là, quand la lumière des lampadaires dessina des halos jaunes sur le trottoir et que le dernier bus de la ligne passa au coin du rue, je m'assis dans le vieux fauteuil en velours vert du salon. De là, je voyais le jardin devant et le portail. Je voyais aussi, avec les yeux de la mémoire, la jeune femme que j'étais été en arrivant ici, avec sa coupe de cheveux des années 70 et ses rêves de stabilité. Je revoyais Jean, poser les premières bordures en ciment autour du carré de la pelouse, les soirées raclette avec les voisins, les repas de famille où on ajoutait une rallonge à la table pour faire tenir tout le monde. Je posais les mains sur les accoudoirs du fauteuil, bien à plat. Et je me parlais à moi-même à voix basse. On ne te fera pas disparaître comme ça. Tu n'es pas un vieux meuble qu'on met sur le trottoir pour les encombrants. Le lendemain matin, dès que la maison était vide, je me dirigeais vers le buffet de la salle à manger. C'était un grand meuble en chêne massif que Jean avait acheté d'occasion dans un dépôt-vente. Dans le tiroir du milieu, sous les nappes passées et les serviettes à table, se trouvait une pochette à plastique transparente avec tous les papiers importants. J'attrapais la pochette, la posai sur la table, tirai une chaise et m'assis. Il y avait là les anciennes quittances de prêts immobiliers, des relevés de taxes foncières, les contrats d'assurance habitation, les lettres de la banque et surtout les actes notariés. Celui de l'achat de la maison, bien sûr, avec nos 2 noms, Jean et moi, écrits en entier. Le cachet du notaire de l'époque au centre-ville. Puis d'autres plus récents, dont je me souvenais vaguement, quand Julien avait convaincu Jean de changer la répartition de quelque chose pour payer moins d'impôts. Quand Jean était tombé malade et qu'on avait parlé d'usufruit, de nue propriété, de choses que je n'avais jamais bien comprises. Je pris mon temps. Je lisais chaque ligne à voix haute pour m'obliger à rester concentrée. Parfois, les phrases juridiques me donnaient l'impression de marcher dans de la boue, mais à force, certains mots devenaient familiers. Usufruit, nue propriété, donation entre époux. Et puis je tombais sur un acte que je n'avais jamais vu. Un rendez-vous chez un notaire que je ne connaissais pas, dans un autre quartier. Une procuration. Mon nom y figurait, accompagné d'une signature censée être la mienne. Je restai un long moment à regarder cette signature. Elle ressemblait à la mienne, oui, le même J, la même boucle au début du nom de famille,
Mais quelque chose clochait. Le trait de la fin n'avait pas la petite remontée que je faisais depuis le lycée. C'était une imitation. Une bonne imitation. Mais pas moi. Je sentis une chaleur monter dans ma poitrine, suivie d'un froid net. Ce n'était plus seulement une question de carton sur le trottoir. C'était une main qui s'était glissée dans ma vie sur le papier, dans les bureaux, derrière mon dos. On ne se contentait plus d'essayer de me faire sortir par la porte, on essayait de me gommer sur les actes. Je pris une feuille blanche, sortis un vieux stylo de la trousse que je gardais pour les mots croisés, et je signai mon nom, plusieurs fois. Ras du bord. L'une en petit, l'autre plus grande. Puis je comparais. Les miennes avaient cette petite cassure dans le trait final. Sur l'acte, le trait restait trop droit, trop assuré, trop mécanique. Quelqu'un avait pensé que je ne verrais jamais la différence, que je n'aurais ni la force ni l'idée de vérifier. Quelqu'un me prenait pour une vieille femme fatiguée. Je refermai les yeux, mais cette fois, pas pour me calmer, pour retenir cette sensation de lucidité qui me traversait. Je n'étais pas folle, je n'étais pas paranoïaque. On essayait bien de me déposséder de ma maison par la paperasse. Je pensais tout de suite à Hélène. Hélène était une amie de longue date, rencontrée à l'époque où je travaillais à l'accueil de la mairie. Elle était entrée plus tard dans un cabinet d'avocats à Lyon, comme secrétaire juridique, et en avait vu passer des dossiers, des divorces, des successions compliquées, des histoires de famille qui se déchirent pour un appartement à Villeurbanne ou une maison de campagne en Ardèche. Elle avait la voix douce, mais les yeux qui ne loupaient rien. Je l'appelai. Elle mit à peine 2 sonneries à décrocher. « Je crois qu'on essaye de me faire disparaître de ma propre maison », lui dis-je sans préambule. Elle ne se moqua pas, ne me dit pas que j'exagérais. Elle se contenta de demander à quelle heure j'étais libre. 1 heure plus tard, elle était dans ma salle à manger, ses lunettes au bout du nez, à feuilleter les actes comme on lit un roman policier. « Tu vois là », me dit-elle en tapotant sur l'une des pages, « cette procuration, si tu ne t'en souviens pas, c'est qu'il y a un problème. Et la signature, oui, ce n'est pas la tienne. On ne va pas jouer aux experts en écriture, mais à force de te voir signer des cartes d'anniversaire, je peux te dire que ce n'est pas ça. » Elle prit un stabilo et se mit à surligner des passages. Les dates de signature, les noms des présents, la propriété, des projets de vente envisagés, des discussions sur ma capacité à gérer seule. Tout un langage codé pour dire ceci. On prépare le terrain pour prendre la main. « On va aller voir un notaire qui n'a rien à voir avec ces gens, » dit Hélène en refermant le dossier. « Et après, si besoin, un avocat. Tu n'es pas seule. » Je la regardais, émue. Cette phrase, je ne l'avais pas entendue depuis longtemps. Tu n'es pas seule. La semaine suivante, nous descendîmes en bus jusqu'au centre-ville, dans cet ancien quartier près de la place où se tient le marché de Noël chaque hiver. Le cabinet du notaire se trouvait dans un immeuble ancien, avec un grand portail en bois et, dans la cour intérieure, des vélos attachés au garde-corps. La secrétaire nous fit patienter dans une salle d'attente tapissée de codes civils rouges et de magazines vieux de plusieurs mois. Quand le notaire, une femme aux cheveux poivre et sel, vint nous chercher, je sentis mon cœur se calmer un peu. Elle me serra la main en me regardant droit dans les yeux. On s'assit dans son bureau, une grande pièce avec une fenêtre sur la rue, un bureau en chêne et, du côté, une table ronde plus conviviale. Elle nous invitait à nous installer là. « Racontez-moi, madame, et prenez votre temps. » Je racontais. Non seulement l'histoire des cartons sur le trottoir, mais aussi l'arrivée de Claire dans la famille, les discussions sur la succession après la mort de Jean, les phrases du type « Tu sais bien que c'est compliqué maintenant », les signatures faites à la va-vite au retour d'un rendez-vous médical, les papiers qu'on me mettait sous le nez en me disant « C'est juste une formalité ». Elle écoutait en silence, parfois prenait quelques notes. Puis elle prit les actes que j'avais apportés. Elle commença par celui de l'achat de la maison, hocha la tête. Normal. Puis elle passa au plus récent. C'est là que son expression changea. Elle fronça les sourcils, recula légèrement sa chaise pour mieux comparer 2 documents. Elle prit une loupe, examina les signatures. Elle vérifia les numéros des minutes, les noms de ses confrères qui apparaissaient. Il y a en effet des anomalies, des actes signés sans que vous ayez clairement compris les conséquences. Et cette procuration, si vous ne l'avez jamais donnée, pose un sérieux problème. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Hélène me lança un petit regard comme pour dire « Tu vois ». Le notaire m'expliqua, avec des mots simples, ce que nous pouvions faire.
faire annuler la procuration contestée, signaler les doutes sur la signature, demander la suspension de toute démarche concernant la maison tant que la situation n'était pas clarifiée. Elle parlait du code civil, d'atteinte aux droits d'une personne vulnérable, de protection des héritiers, mais sans se cacher derrière un jargon impossible à décoder. Elle ne se contentait pas de me dire « faites-moi confiance ». Elle me montrait où, dans les textes, se trouvaient les armes que je pouvais utiliser. Je sortis de là plus droite que je n'y étais entrée. Le trottoir en pavé me paraît moins glissant. Les voitures qui passaient rue Victor Hugo ne me paraissaient plus des menaces, mais juste du bruit de ville. Les jours suivants, ma vie prit une drôle de couleur. Le matin, je continuais d'aller chercher ma baguette tradition à la boulangerie du Rond-Point, de discuter 2 minutes avec la boulangère du temps qu'il fait, du prix des courgettes, de la dernière polémique à la télé. Je croisais des voisins qui me demandaient vaguement comment ça allait, à la manière française, sans trop insister si je répondais en haussant les épaules. L'après-midi, je devenais une autre. Je téléphonais à la notaire, à l'avocate dont elle m'avait donné le numéro, à Hélène. Je rassemblais les courriers reçus les derniers mois, je notais les dates de chaque coup de fil, je faisais des listes de témoins potentiels. La voisine du 12 qui avait vu passer un camion de déménagement un jour où j'étais à l'hôpital pour un contrôle. Le plombier qui s'était étonné de voir Claire faire changer des choses dans la maison comme si tout lui appartenait déjà. Plus je rassemblais de pièces, plus je voyais dessiner clairement la stratégie de Claire. Je devinais les conversations qu'elle avait eues avec Julien sur ma santé, sur ma soi-disant fatigue, sur ma prétendue confusion. Elle devait raconter que je perdais la mémoire, que je confondais des choses, que ce serait mieux pour moi d'être dans un EHPAD, que la maison était trop grande pour moi, que tout ça c'était pour mon bien. Une partie de moi bouillonnait de colère. Une autre se félicitait qu'elle ait été assez sûre d'elle pour laisser autant de traces. L'excès de confiance est un défaut dangereux. Quand Claire remarqua que je passais des coups de téléphone plus longs, que des lettres officielles arrivaient à mon nom, que je partais seule en bus vers le centre-ville, elle changea de ton. Elle se fit plus agressive. Elle débarquait dans ma chambre sans frapper, me demandait pour qui je me prenais, qui me montait la tête, pourquoi je voulais mettre la famille en danger avec mes lubies. Elle parlait de loyer, de charges, d'APL, de comptes bancaires, de difficultés financières. Elle faisait planer la menace du scandale. Je la laissais parler. J'avais compris une chose essentielle. Chaque phrase qu'elle prononçait dans un excès de colère était une arme de plus pour moi, si je la notais, si je me rappelais bien le contexte. Je ne lui rendais plus rien. Je répondais calmement que s'il n'y avait rien de mal dans ce qui avait été fait, il n'y avait rien à craindre d'une vérification par des professionnels. Que j'avais le droit de comprendre ce qu'on avait signé en mon nom. Le jour où l'avocate m'annonça que le juge des contentieux de la protection avait accepté de nous recevoir pour une audience de conciliation, je ressentis à la fois de la peur et un immense soulagement. Les choses sortaient enfin du salon et du trottoir. Elles entraient dans un lieu où les cris et les sourires mielleux n'avaient pas le dernier mot. Nous y allâmes tous les trois, Julien, Claire et moi. Devant le tribunal, un bâtiment moderne, sans charme, près de la gare, les gens fumaient des cigarettes en attendant leur tour, des couples qui se déchiraient pour la garde des enfants, des frères et sœurs en conflit pour un appartement, des voisins qui s'accusaient de nuisances. Nous étions un cas parmi d'autres. Dans la salle, il y avait une grande table, un juge en robe qui regardait les dossiers par-dessus ses lunettes, un greffier qui tapait sur un clavier, et à côté de l'avocate, Hélène, que j'avais demandé de faire citer comme témoin. La voisine du 12 était aussi présente, assise bien droite, les mains croisées sur son sac. Le juge donna la parole à mon avocate. Elle présenta la situation d'une voix posée. Elle parlait de ma maison, achetée par Jean et moi, de mon veuvage, de l'arrivée de Julien et Claire et moi, des documents signés sans explication, de la procuration contestée, des tentatives de mise en vente sans mon accord. Elle montra la comparaison des signatures, produisit les attestations, cita le notaire qui avait signalé les irrégularités. Claire, en face, serrait les dents. Quand ce fut son tour, elle se lança dans un discours où elle se présentait comme une belle fille dévouée, épuisée, qui aurait tout fait pour m'aider, moi, la pauvre vieille dépassée par les formulaires. Elle parlait vite, s'embrouillait parfois, se contredisait sur des dates. Le juge l'interrompit gentiment à plusieurs reprises pour lui demander de répondre aux questions précises plutôt que d'attaquer tout le monde. La voisine témoigna de ce qu'elle avait vu. Les cartons sortis en mon absence, les discussions dans l'escalier où Claire parlait déjà de la maison comme si elle en était propriétaire. Hélène expliqua comment elle m'avait aidé à redécouvrir les actes, à comprendre qu'une signature ne tombait pas du ciel. Elle n'accusa pas frontalement, elle se contenta de dire ce qu'elle avait vu, lu, constaté. Je parlais moi aussi. Je racontais comme je l'avais fait chez le notaire avec mes mots. Je dis que je n'avais jamais refusé de l'aide, mais que je refusais qu'on m'efface. Je dis que je n'étais pas contre le fait d'organiser les choses pour l'avenir, mais que l'avenir ne se construisait pas en cachant le présent à celle qui l'avait rendu possible. Le juge resta silencieux un moment après nous avoir écoutés. Puis il prononça des phrases qui pour beaucoup auraient semblé banales, administratives. Pour moi,
Elles avaient le goût d'une délivrance. Il ordonnait la suspension de tout projet de vente de la maison, la nullité provisoire de la procuration douteuse, la nécessité de repasser devant un notaire pour revoir la répartition des droits en tenant compte de mon accord express et éclairé. Il parlait de protection, de respect des personnes âgées, de vigilance face aux abus de faiblesse. Quand nous ressortîmes dans le hall du tribunal, il faisait encore jour. La circulation brommonnait à l'extérieur, un train repartait en direction Lyon. Julien marchait à côté de moi, sans parler. Arrivé sur le trottoir, il s'arrêta et se tourna vers moi. « Pardon, maman », dit-il simplement. Je le regardais, il avait presque les mêmes yeux que Jean quand il était inquiet. J'aurais pu le gifler, lui hurler dessus, lui dire que j'avais failli me perdre. Je me contentais de hocher la tête. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant, pas seulement ce que tu dis. Les mois suivants furent faits de petits ajustements et de grands silences. Claire, voyant qu'elle ne pourrait plus avancer comme elle l'avait fait, prit des distances. Elle parlait de séparation, de besoin d'air, de fatigue. Elle trouva un 2 pièces en location dans une résidence récente au bord de la Nationale. Julien resta à la maison avec moi pendant un temps, le temps d'y voir plus clair. Les cartons qui un jour sortirent sur le trottoir revinrent peu à peu à l'intérieur. Pas tous de la même façon, pas au même endroit. Certains furent sortis, donnés et rangés mieux qu'avant. D'autres restèrent sur une étagère en attendant que je me décide. J'avais repris la main. C'était à moi de choisir ce qui sortait et ce qui restait. La vie reprit son rythme, un rythme un peu différent, marqué par les rendez-vous chez l'avocate, les visites chez le notaire pour signer, cette fois en comprenant chaque ligne, les discussions avec Julien sur ce qu'il fera un jour de la maison, de mes affaires, des souvenirs. Je recommençais à profiter des petites choses. Le marché de samedi matin, avec ses marchands de fromage qui t'appellent par ton prénom. Le café pris en terrasse en regardant les gens passer, même quand l'air est un peu frais. Le bruit des enfants qui jouent au ballon sur le parking en bas. Les feuilles qui tombent en tourbillonnant dans l'allée à l'automne. Je regardais ma maison avec un autre regard. Elle n'était plus seulement le décor de mes souvenirs, mais aussi le symbole de ce que j'avais refusé de laisser faire. Chaque tuile sur le toit, chaque carreau de carrelage avait été payé par des heures supplémentaires, des repas économisés, des vacances repoussées. On ne cède pas cela juste parce que quelqu'un a décidé qu'il était temps de tourner la page. Je pensais souvent aux femmes de mon âge que je croisais dans la salle d'attente du médecin, à celles qui racontaient à demi-mot qu'elles allaient peut-être devoir vendre parce que les enfants insistaient. Je les regardais autrement. Je voyais en elles des histoires qu'on n'écoutait pas assez, des histoires qu'on bousculait en parlant fort, en expliquant qu'elles ne comprenaient pas, qu'elles étaient dépassées. Un matin, alors que je sortais de la pharmacie, une dame que je connaissais de vue, croisée 1000 fois au supermarché, m'arrêta. « On m'a dit ce qui s'est passé pour vous, » dit-elle doucement. « Vous avez eu du courage ?» Je haussai les épaules. « J'ai eu de l'aide, » répondis-je. « Et j'ai juste refusé de me taire. » Cette phrase, je me la répétais souvent. Refuser de se taire ne veut pas toujours dire crier. Parfois, cela veut dire s'asseoir à une table face à des gens en costume, sortir ses papiers, demander qu'on vous explique, dire non quand on comprend que quelque chose cloche. Cela veut dire utiliser ce pays qui sait être si compliqué, mais qui parfois offre aussi des protections à ceux qui osent les réclamer. Le soir, dans ma chambre, je ressortis un vieux cahier à spirale. Sur la couverture, il y avait encore, en lettres un peu effacées, le prénom de ma fille écrit à la main quand elle était au collège. Je pris un stylo et je me mis à écrire mon histoire. Non pas pour faire un livre ou ni pour régler des comptes, pour laisser une trace. Pour qu'un jour, si mes petits-enfants se demandaient ce qui s'était passé, ils aient ma version, noir sur blanc. Je racontais la première soirée dans la maison, la peinture qui sentait encore le neuf, les cartons de déménagement qu'on ouvrait en riant, les voisins qui apportaient une bouteille de vin. Je racontais aussi la matinée des cartons sur le trottoir, la voix de Claire, le regard de Julien. Et tout ce qui avait suivi, les notaires, les juges, les signatures. Écrire me calmait. Chaque phrase posée sur le papier était comme une couture qui refermait une blessure. Une cicatrice reste, bien sûr, mais elle ne fait plus mal de la même façon. Elle rappelle ce qui a été traversé et ce qui a été reconquis. Un jour d'automne, alors que les nuages descendaient bas sur la ville et que l'odeur des cheminées commençait à emplir l'air, Julien est venu s'asseoir à côté de moi à la table de la cuisine. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué, mais aussi plus honnête. « Tu sais, maman, dit-il en jouant avec la tasse de café, je croyais faire ce qu'il fallait. Je me disais que tu serais mieux ailleurs, que ce serait plus simple. Je ne voulais pas te faire de mal, mais je n'ai pas voulu voir quand ça dérapait. » Je le regardais longtemps avant de répondre. « Vouloir bien faire ne suffit pas, dis-je doucement. Il faut aussi écouter ceux qui sont vraiment concernés. Tu ne l'as pas fait à temps. Maintenant tu le fais. C'est déjà ça. » Il sourit tristement.
Tu ne me feras jamais la morale comme je la mérite, dit-il. Je souris à mon tour. Je préfère te garder près de moi que gagner une dispute, répondis-je. Mais je n'oublie pas, et toi non plus, j'espère. Il secoua la tête. Non, dit-il, je n'oublierai pas. Les jours reprirent, tissés de choses simples, des lessives étendues sur le fil dans le jardin, des plats mijotés qui parfumaient la cage d'escalier, des parties de cartes avec la voisine, des nuits ponctuées par le ronflement lointain des camions sur l'autoroute. Je n'attendais plus de grands gestes, de grandes excuses publiques, de grands discours. J'avais obtenu l'essentiel. Mon nom n'avait pas été effacé des actes, ma maison restait mon foyer, ma voix avait été entendue là où elle comptait. Et chaque fois que je passais devant l'armoire où je rangeais désormais bien classés tous mes papiers, je posais la main sur la poignée, un court instant, comme on salue une vieille alliée. À l'intérieur, il y avait des contrats, des attestations, des lettres recommandées, des décisions de justice. Beaucoup de gens trouveraient cela rébarbatif. Pour moi, c'était une bibliothèque de preuves que même à mon âge, je pouvais encore décider de ma vie. Un après-midi, alors que le soleil se couchait derrière les toits de tuiles et colorait le ciel de rose et de violet, je sortis sur le pas de la porte. Je regardais la petite allée qui menait au portail, les hortensias que j'avais taillées moi-même, les marches que j'avais montées et descendues des milliers de fois. Je pensais à cette phrase que Jean aimait répéter. « Les maisons ont une mémoire, disait-il. Elles se souviennent de ceux qui les ont vraiment habitées. » Je posai ma main sur le mur rugueux à côté de la porte. « Tu te souviens de moi ?» murmurai-je. Le mur, évidemment, ne répondit pas, mais je sentis au fond de moi une certitude tranquille. La maison se souvenait, et moi aussi, et tant qu'il resterait quelqu'un pour raconter cette histoire, personne ne pourrait vraiment dire que j'avais disparu de chez moi.